Ok, donc on va commencer la première partie de ce cours. Okay. Je tiens à vous signaler, pour ceux peut-être qui ont oublié, que dans le cadre de ce cours en format comodal, nous avons déposé des ressources sur la plateforme. Ce que nous faisons ici, c'est une sorte de synthèse. Une sorte de synthèse. Des fois, on peut, pendant la synthèse, on peut donner des choses, peut-être qui ne sont pas développées dans les ressources, ou bien ça peut être même, voilà, généralement, c'est l'objectif. Mais c'est en phase avec les ressources. C'est pour aussi vous amener à comprendre certaines choses qui sont dans les ressources, qu'en lisant seul, vous ne comprenez pas. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait ces cours, normalement, dans notre tête, l'apprenant a déjà regardé les ressources, ou même s'il n'a pas fini de regarder, il a commencé à regarder, de sorte qu'il puisse poser des questions. Voilà. Et donc, poser des questions. Voilà. Et donc, si vous regardez au niveau des ressources, il y a une leçon sur les vecteurs, il y a une leçon sur les capteurs, il y a une leçon sur les images, sur la modélisation et autres. Mais ici, tout ça a été synthétisé. Voilà. Et donc, je vous demande d'être attentif. Donc, on va parler donc des vecteurs, des capteurs et des images. Et donc, dans les objectifs que nous visons ici, on a deux principaux objectifs. D'abord, décrire les moyens et les méthodes pour acquérir les images satellitaires. Et ensuite, décrire les types d'images et leurs caractéristiques. Et donc, on va noter que l'acquisition des images en détection passe par l'enregistrement de l'énergie réfléchie ou émise par la cible. Cela se fait à distance grâce à un capteur qui n'est pas en contact avec la cible et qui est embarqué sur un engin. Bon, un engin, on va appeler généralement plateforme ou vecteur. Et cet enregistrement est associé à une étape de modélisation qui se veut géométrique et radiométrique en vue de mettre en cohérence les images aux normes cartographiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on fait l'acquisition des images à partir des satellites qui peuvent être éloignés ou bien à partir d'un ballon, il peut y avoir un certain nombre de choses. L'interférence avec l'atmosphère, l'interaction plutôt avec l'atmosphère. Ensuite, le fait que le satellite lui-même est en orbite et un certain nombre de choses. La Terre n'est pas... la Terre est dynamique. La Terre bouge. Donc, un certain nombre de choses vont faire qu'il y a des choses à corriger. Donc, avant de dire je vais prendre des images d'Abidjan, il faut être sûr que tu as tenu compte d'un certain nombre de dispositions pour que quand tu prends l'image d'Abidjan soit superposable à Abidjan dans la réalité. Ton image Abidjan, il ne pas que ça aille se superposer à chose, à Cotonou. Il y a quelque chose qui va faire. Donc, il y a des dispositions qu'on doit prendre. Hein. Il y a des dispositions qu'on doit prendre. Donc, et donc, en introduction, on va noter que l'exploitation du potentiel des images passe par leur représentation combinable
et l'identification de leurs caractéristiques spectrales, spatiales, radiométriques et temporelles. Et le traitement numérique de ces images par plusieurs méthodes permet une optimisation de cette exploitation dans le but de la résolution de plusieurs problématiques dans différents domaines. Donc, quels sont les différents vecteurs, les différents types de vecteurs et d'instruments qu'on utilise en télédétection? Quels sont les modèles géométriques et radiométriques pour la prise de vue? Et quels sont les types d'images qui sont issues de ces prises de vue-là? Ce sont des questions auxquelles nous allons essayer de répondre ensemble. Peut-être que les réponses ne seront pas complètes, mais on va donner quelques réponses. Et donc, ce que vous me dites au niveau des plateformes ou vecteurs, il y a plusieurs types. On avait vu ça au cours passé. Plusieurs types de plateformes. On n'a pas vu ça. On a parlé de plateformes terrestres, plateformes aériennes, plateformes spatiales. Donc, au niveau des plateformes terrestres, c'est comme, même nous-mêmes, au champ, on peut être muni d'un appareil au sein duquel il y a vous qui êtes en ligne, s'il vous plaît, fermez vos micros pour le moment. Fermez vos micros. Et donc, je disais qu'on peut aller sur le terrain, et d'ailleurs, c'est ce qui se fait ailleurs. Lorsque les étudiants ont une thématique, ils utilisent les images satellites. Généralement, la vérification au sol. Lorsque l'université ou l'entreprise est équipée, on prend un dispositif terrestre et on va sur le terrain. Si on travaille sur le maïs, on va enregistrer l'émission et la réflexion des feuilles de maïs en fonction de leur stade d'évolution, bien sûr, et en fonction de l'objectif visé par l'étude. Et donc, cette donnée qu'on va avoir là, sur le terrain prochain, c'est ce qui va nous permettre généralement d'avoir ce qu'on appelle l'espèce de référence. On a le maïs dans le rouge, dans les différences. Donc, on a le blé, parce que vous savez que c'est chez nous ici que souvent on fait des cultures dans nos champs, il y a plusieurs espèces de végétaux. Il y a la culture, on peut faire la banane. Dans le même champ, il y a la banane, il y a le maïs, il y a le riz, il y a quoi encore? Piment, aubergine, et puis souvent, il y a les mauvaises herbes. Donc, imaginez qu'on aille dans un champ comme ça, et qu'on commence à prendre, à enregistrer la réponse de ces choses-là. Il y aura une confusion. Donc, généralement, les gens font des champs monoculture et ils vont dans ces champs-là. Et avec ces appareillages, ils arrivent à enregistrer ces spectres. Et donc, les plateformes terrestres, c'est vrai, il y a des véhicules, il y a des grues, tout ça. Mais même, on peut le faire même traitement nous, mais généralement, c'est pas l'électrique que ça se fait. Ensuite, au niveau des plateformes aériennes, on a les avions. Tout ce qui se déplace dans le milieu aérien. On n'a pas encore fait le cours du toit spatial, tout est mélangé. Enfin, on a un peu ce cours-là, le toit spatial. Avant celui-là, avant, c'est ce qu'on faisait. Donc, c'est tout fait ici. Il y a d'autres choses qu'on fait ce cours. Parce que le milieu aérien est différent d'un autre type de milieu que nous allons voir en droit spatial. Voilà. Et ce autre type de milieu, c'est là-bas que se trouvent les plateformes spatiales. Vous voyez. Et donc, ces plateformes spatiales, essentiellement, les satellites, les navettes et puis les types, les ballons d'un certain type. Et donc, ils portent un capteur permettant d'enregistrer l'énergie réfléchie ou émise par une surface donnée ou par une cible donnée. Donc, la fonction de la plateforme, c'est de fournir l'énergie. C'est
de contrôler l'orbite et le positionnement, et aussi de communiquer avec ceux qui sont ici sur Terre, au sol. Donc, vous voyez que c'est très important. Et donc, ici, on a parlé d'une notion importante qui est l'orbite. L'orbite, c'est quoi? Je vous pose la question. Maintenant, vous avez fait tous les cours, donc moi, je ne me fatigue plus. Hein. Vous avez fait... C'est la du satellite. Hein? C'est la trajectoire du satellite. Voilà, la trajectoire du satellite. Autour de quoi? Oui, c'est la trajectoire. Oui, normalement, c'est parce qu'on est en train question que quand on dit du satellite, ça passe. Sinon, ce n'est pas seulement le satellite. Voilà. Voilà. Et donc, cette trajectoire-là, c'est elle qui est appelée l'orbite. Et donc, selon les applications attendues, les satellites d'observation de la Terre occupent différentes orbites selon différentes orbites. Les caractéristiques des orbites des satellites conditionnent la capacité d'observation de la Terre, la répétitivité, la nature même des données obtenues. Hein? Ça, c'est des choses que vous avez déjà vues avec le professeur Module. Hein? Vous avez vu beaucoup plus même que ça. C'est lui, il fait que de quoi? Géographie ou orbitographie. Voilà. Et donc, ces orbites-là ont des paramètres, plusieurs paramètres. Donc ici, on a un schéma, une sorte de schématisation de la réalité. On peut dire un petit modèle, mais sous forme schématique ici. Et donc ici, on voit le S. Le S, c'est le satellite. Ensuite, on a l'inclinaison, qui est l'angle entre le plan de l'orbite et le plan équatorial. Donc, le satellite, il est sur son orbite et donc, il forme l'orbite du satellite forme un plan. Et on a le plan équatorial. Et donc, l'angle d'inclinaison, l'angle entre l'orbite et ce plan équatorial constitue ce qu'on va appeler ici l'inclinaison. Ensuite, on a la trace au sol du satellite, qui est la projection de la trajectoire hein, de l'orbite sur la Terre. Et on a le sous-point, qui est la projection du satellite sur la Terre. Et on a le nœud, qui est le point de croisement entre la trace et l'équateur. Donc, vous voyez que ce sont des éléments importants qui vont intervenir surtout quand les questions, lorsque nos amis physiciens vont récupérer ces choses pour l'aborder sous une autre forme pour développer des modèles, pour faire des calculs. Tout à l'heure, je vous parlais de modélisation. Donc, pour faire ces modélisations-là, ce sont des éléments qui vont certainement intervenir. Et donc, on a différents types d'orbites selon différents critères. Et donc, les critères qui vont nous permettre de classer les orbites. Il y a quoi et puis quoi? Hein? L'analyse. L'inclinaison et puis il y a quoi encore? L'attitude. La forme. L'attitude. La forme. La forme de quoi? La forme de la taille. C'est la taille de la forme. À qui tu demandes? Tu es en train de répondre. Il y a l'orientation de l'orbite. L'orientation de l'orbite. Et donc, selon l'orientation, on a l'orientation de quoi? De l'orbite. Non, du satellite. Selon l'orientation, on a fait type d'orbite. On a plusieurs types d'orbite. On a l'orbite polaire,
selon l'orientation du satellite. L'orientation. Est-ce que vous suivez? Je ne sais pas, vous n'étudiez pas. Étudiez. Au milieu de tout ça, là, on va vous envoyer au reste plus souvent quelque part là-bas. Vous n'avez pas facile. Je ne veux pas parler français à Evaline. Ok, donc, en fonction de l'inclinaison, il y a plusieurs, comment je vais dire ça? Plusieurs critères. En fonction de l'inclinaison, on va parler d'orbite polaire, équatoriale, oblique et autres. Ensuite, il y a l'altitude qui va nous permettre de parler d'orbite terrestre, c'est-à-dire les satellites qui sont plus proches de la Terre. Ensuite, les orbites moyennes et puis les orbites hautes, par exemple géostationnaires. Et il y a plusieurs autres types de diverses propriétés telles que le centre de rotation locale. On va parler de orbite géostationnaire, orbite héliosynchrone. Donc, selon les objectifs des missions des satellites, un choix est opéré avant le lancement et leur mise en orbite. Parce que ce n'est pas quand tu vas finir de lancer, tu vas lancer comment, parce que le lancement ne se fait pas comme parler en jouant à la balle, parler en danse la balle. Elle lance la balle parce qu'elle est toute petite. Elle ne sait même pas, ça peut casser la vitre d'un véhicule, ça peut faire des choses. Mariam s'en fout de ça, Mariam lance la balle. Mais nous ici, nous avons dépassé l'étape de Mariam lance la balle. Donc nous, avant de lancer, laissez vos activités. Vous n'apprenez rien en faisant comme ça. Les 2 jours qu'on va passer ensemble. Fermez votre jeu. Fermez ça. Et puis vous suivez. Parce qu'il y a des petites choses ici là. Ce n'est pas forcément parce qu'il aurait un examen ou ça. Mais demain, ça peut vous poser. C'est important. Les autres ont parlé de ça, mais tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, les choses ne sont pas sorties avec fluidité. Donc, ça veut dire que la répétition que nous faisons ici, il y a des choses, ça peut rester, mais vous êtes comme ça. C'est quoi? On vous a dit que moi, je vais même tout le site, tout fermé, ça avec eux. Ok, donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que il ne faut pas faire comme aussi ces jeunes gens. Lorsqu'on a 14 ans, 15 ans, on est pressé de faire certaines choses. Oui, on n'a pas de c'est un accident. Un accident que les parents viennent gérer. Ça veut dire que quoi? Il va faire quelques calculs. Ce que je suis en train de faire là, ça va donner quoi? Est-ce que ce que les vieux là disent toujours dans les vieilles là, est-ce que ça ne va pas donner ça? Nous, on s'en fout, on lance la balle et puis ça donne. Mais ici, si tu lances la balle comme ça, si tu lances le satellite sans avoir pris les dispositions préalables, vous savez que dans l'atmosphère, il y a plusieurs débits. Il y a déjà aussi d'autres satellites qui sont en orbite. Il y a un certain nombre d'intérêts qui sont dans l'espace. Il y a des avions. Il y a toutes sortes de choses. Et puis, bon, on se lève un matin, on lance le satellite. Non. Donc, il y a un choix qui est opéré avant le lancement. Un choix d'orbite. Donc, on ne choisit pas l'orbite aussi, on ne s'arrête pas ici. Et puis, on dit, à ce moment, je regarde là. On va faire notre satellite aura, on va faire ça sur l'orbite polaire. Tu veux quoi? En fonction de ce que tu veux. C'est quoi tu veux étudier? C'est quel phénomène qui t'intéresse? C'est quoi qui t'intéresse? C'est en fonction de tout ça qu'on va décider avec un groupe de scientifiques et d'experts, bien sûr. Il y aura des calculs, un certain nombre de choses à faire avant de faire le lancement. Et donc, voilà. Ici, c'est juste une schématisation du satellite, son orbite, le sens de rotation, l'orbite
l'orbite terrestre, l'orbite polaire, et puis l'orbite géostationnaire. Donc, vous voyez, il y a le jaune, il y a l'orange, et puis il y a le rouge. Le jaune pour l'orbite terrestre est vraiment très proche de la Terre. Et puis ensuite, l'orange polaire et le géostationnaire. Et donc, vous voyez ici le choix de l'orbite. Excusez-moi. Excusez-moi. Allô, je prends ma... Bon, mais donc, le choix de l'orbite et les moyens de la maintenir sont un des problèmes importants, comme je disais tout à l'heure, sont un des problèmes importants lors de la conception d'un système de télédétection satellitaire. Dans le cours, je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas si on en parle ici, mais on a parlé de restitution d'orbite. Vous avez déjà jeté un coup d'œil? Non. Vous accumulez les choses, vous accumulez, vous ne regardez pas les trucs avant de venir. C'est pas bon. Hein? La restitution d'orbite. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, au sol aussi, il y a un groupe d'experts, un groupe de scientifiques qui vont faire des calculs pour déterminer l'orbite sur laquelle on va lancer notre satellite. Et donc, ça va, c'est comme une sorte de calibration qu'on doit faire. Si c'était un modèle dans notre ordinateur qu'on devait utiliser, on essaie de faire un calibrage de sorte qu'on soit sûr que le modèle répond à nos attentes et va nous traduire fidèlement ce que nous voulons. Donc, ici aussi, c'est la même chose. On va faire des calculs. Donc, on va améliorer la précision du positionnement du satellite. Et c'est ce qu'on appelle restituer l'orbite, la restitution d'orbite. Donc, c'est comme si on va dire, mais dans différents modèles, bien sûr, si l'orbite passe à tel ordre, si notre satellite passe à tel kilomètre, vu qu'il y a ceci ou cela, et vu que l'objectif que nous visons, c'est la cartographie peut-être des fourmis, sur Terre, est-ce que, en les mettant très clair, est-ce que ça va nous aider? Est-ce qu'en les mettant trop proche, est-ce que ça ne va pas toucher d'autres intérêts? Donc, on va procéder à des calculs. Et donc, on va développer des modèles dynamiques. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est de développer des modèles dynamiques de grande précision concernant les forces en jeu, champ de gravité, modélisation des frottements atmosphériques, amélioration de la connaissance des effets des radiations sur les diverses surfaces du satellite, etc. C'est-à-dire toutes sortes de choses qui pourraient entraver le bon déplacement de l'orbite du satellite plutôt. Sur l'orbite qu'on envisage lui donner, on doit au préalable faire des calculs. On doit au préalable faire des calculs et en fonction du donné de ces calculs-là, des résultats qu'on va avoir,
On va trouver des conclusions. On peut aussi procéder par la recherche d'outils mathématiques nouveaux, plus performants, de traitement des données par le calcul et par la minimisation des erreurs. On peut aussi utiliser des systèmes de localisation les plus récents, comme le système DORIS et ou les GPS très performants. On peut aussi utiliser un repère terrestre de grande stabilité, indépendant des déformations dynamiques de la Terre. Donc, vous voyez que c'est généralement, vous voyez, à la NASA, les scientifiques qui sont là-bas, ou bien dans les entreprises de lancement, telles que Alliance 6, c'est un nombre de statuts. Les gens qui sont là-bas, c'est vrai. En fait, c'est vraiment là, c'est vraiment, on utilise cela. C'est le produit fini, hein. C'est le produit fini. Donc, avant que ça n'arrive là, il faut que ce calcul-là se fasse. Il faut que ce calcul-là se fasse. Et qu'on puisse lancer le satellite dans de bonnes conditions. Des conditions qui sont bonnes et des conditions qui sont en accord avec notre objectif visé. Donc, c'est très important. Et donc, c'est ce qui constitue la restitution d'orbite. Et donc, au niveau de cette restitution, la position du satellite va demander un certain nombre de modélisations. Et ici, nous allons parler un peu de ces éléments-là. Donc, plusieurs types de méthodes permettent de mesurer l'orbite. Quand on parle de mesurer, ce n'est pas qu'on va mesurer l'orbite comme ça, c'est la détermination préalable de l'orbite. Hein? Donc, il y a les mesures du passage du satellite au-dessus des balises au sol. Donc, il y a les réseaux de GigaS qui permettent donc de mesurer les distances station-satellite. Donc, on fait une simulation en fait. Il faut faire une simulation. On dit que si le satellite à ce niveau plutôt, et que le satellite envoie des choses. Parce que la modélisation de la prise de vue, ce que j'ai oublié de signaler ici, c'est que ça peut se faire au moment où soit le satellite n'est pas lancé, ou bien le satellite est lancé. Et le satellite est lancé, avant de le lancer, on a pris quelques dispositions, mais lorsque le satellite est lancé, vous voyez que souvent, dans les films, on voit ça un peu, hein. Il lance la chose, et puis, il y a des communications, il y a des choses, il y a des rectifications, il y a des choses qui se font. Lorsque le vrai positionnement a été atteint, vous voyez dans la salle, pour ce qui concerne les films, et je suppose que c'est un peu comme ça la réalité, parce que même nous ici, lorsqu'on lance un traitement qui dure, un traitement, lorsqu'on arrive à la fin de ce traitement, on est content. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. Donc, le satellite, lors de son passage, à un certain nombre il y a des réseaux. Vous voyez la surface de la Terre, il y a des réseaux, il y a des stations, un réseau de stations que les États les plus avancés dans les activités dans l'espace ont déjà installés. Et donc, à chaque fois, ils vont donner des signaux. Et ces signaux-là, les signaux, ce sont des données, un certain nombre de choses que le satellite peut envoyer au sol. Et eux, ils vont recevoir ça. Et en fonction de ça, ils vont faire des mises, des adaptations. De sorte que le satellite puisse se retrouver réellement sur son orbite. Ou bien, le satellite n'est pas encore lancé et on fait déjà des modélisations. Hein? Soit en fonction même des données qu'on a déjà eues, ou bien des données qu'un autre satellite qui est là-bas, qui peut être questionné, peut envoyer ces données-là. Et c'est en fonction de ça. Et donc, il y a aussi le réseau de risque
qui permettent de mesurer les vitesses relatives des stations satellites par effet Doppler. Il y a aussi, donc, ça c'est des mesures lors du passage du satellite au-dessus de ces satellites, de ces stations. Mais on peut faire des mesures lors du passage du satellite en visibilité d'autres satellites. C'est ce que je disais. Il y a d'autres satellites qui sont là-bas qui peuvent vous communiquer avec le satellite qu'on est en train de lancer, qui n'est pas encore bien sur son orbite. Et donc, ces satellites qui sont déjà là-bas peuvent communiquer avec ceux qui sont au sol, qui possèdent le lancement, avec les autres stations et puis avec le satellite, de sorte que tout soit bien calé pour que le satellite puisse prendre, parce que le satellite, quand on l'a lancé, il a besoin d'être aussi piloté. Hein? Il a besoin, donc, pour que le satellite puisse être vraiment là, sur la trajectoire qui est la meilleure possible. Et donc, pour une meilleure prise de vue, la restitution est associée au pointage et au pilotage, puis à la modélisation de la prise de vue. Le pointage, c'est quoi? Lorsque le type de canal latin, je dis canal d'horizon, ou bien n'importe quel parabole bien installé, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une position de sorte que on puisse recevoir les images. Hein? Et puis, il faut qu'on pilote, parce que le tout ne peut pas être figé. Il faut que ça soit piloté, soit de façon automatique, soit de façon manuelle. Et donc, associé à tout ça, il faut une modélisation de la prise de vue. Ok, je vais vérifier quelque chose, je peux revenir certainement sur ce dont on parlait. Qui a sommeil donc là? Hein? Je parle à mon coup. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'avais pas dormi, je suis en train de les saisons bien regarder. Très bien. Vous n'avez pas consulté vos comptes Instagram de autres. Mais lui, il a déjà eu les sous pourquoi? Parce que c'est un homme d'affaires. Derrière, à découvrir ça. Est-ce que c'est bon? Voilà. Mais, quand on est au cours, on reste ça. Celui qui poursuit plusieurs liens à la fin, souvent il perd. Mais ça prend comment on va vous parler. Voilà. Souvent il perd tout. Hein. Tous les liens là avant qui parlaient tout. Il est arrêté là, il ne sait pas où il va partir. Faites très attention. C'est-à-dire que le gain là, l'argent là, le gain de vous dire que c'est le gain. C'est rien. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à même pas 5 ans. Est-ce que c'est bon? Déjà, les champs adressés sont de l'eau. Non, pas tuer. Je vais même dire. Le monde a dit ça, il faut venir. Donc, faisons très attention. Je suis revenue ici pour parler donc du pointage et puis du pilotage. Donc, parce que vous n'avez pas lu les ressources. Donc, le pointage, c'est. On a lancé donc le satellite. Le satellite, on a fait une restitution d'orbite et on a positionné notre satellite sur l'orbite qu'il faut. Donc, il y a une orange ici. Okay. Donc, voici notre orange. On a notre satellite. Notre satellite est en orbite autour de notre Terre qui représente ce point. Ce point, il y a la force dedans. Il représente donc la Terre. Donc, il y a le satellite qui se déplace autour.
Bon, le satellite se déplace autour, mais le satellite là, au sein du satellite, il y a quoi? Il y a un capteur. Le capteur là, il est où? Le satellite, c'est un engin. Donc, lui, il se déplace, mais le capteur. Si, pendant qu'on veut imager, on veut prendre une image de la Terre, imaginez que le capteur est orienté vers le soleil. C'est l'image de quoi on va prendre? Du soleil. Donc, il faut que on pointe le capteur vers la cible, la image. Donc, ça aussi, c'est des calculs qui vont permettre la rotation. Je ne sais pas. Il faut que soit l'instrument tout entier tourne, soit on fait une disposition du sorte qu'à l'intérieur de l'instrument, soit le satellite tout entier tourne, soit on fait tourner seulement l'instrument qui est le capteur qui est à l'intérieur. Donc là, déjà en concevant sur Terre ici, on a pensé à ça. Et on s'est dit que pour nous, notre satellite là, il faut que le capteur, son mouvement ne soit pas dépendant du mouvement du satellite. Donc, on le fait comme ça, de sorte que lorsqu'ils arrivent dans l'espace, sur leur trajectoire, il faut que la prise de vue soit facilitée. Et donc, ou bien, nous, on peut décider que non, on fait pivoter tout l'ensemble pour pouvoir faire l'image. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est des dispositions qu'on prend. Il faut que le capteur, l'instrument qui est embarqué dans le satellite puisse être pointé vers la surface à imaginer. Sinon, autrement, on peut aller imaginer n'importe quoi qui n'était pas l'objectif de notre mission. Donc, le pointage est très important. Et donc, le pointage et le pilotage sont liés parce qu'on pilote. C'est comme la voiture. Si l'avion même, quand vous prenez l'avion, si le type là se met à dormir, s'il n'a pas mis un pilotage, heureusement, il y a un pilotage automatique. Donc, vous voyez que ça peut être la même chose. Il y a un pilotage automatique où on a déjà prédéfini une sorte de trajectoire, d'altitude, tout ça. Donc, ils sont là, ils surveillent, mais ce n'est pas eux qui ont le volant comme nous, avec la voiture, là. Si tu ne trouves pas que ça s'en va tout droit, mon ami, tu sais où tu t'en vas. Hein? Voilà. Et donc, il faut ce pilotage-là. Le pilotage peut être automatique, comme il peut être manuel. Dans les ressources là-bas, c'est beaucoup expliqué. Mais ici, comme ce n'est pas trop développé, c'est pour ça que je suis revenu dessus. Donc, le pointage est très important. Si le pointage n'a pas été bien fait, on ne peut pas avoir l'image sur ça. On ne peut pas avoir les images sur ça. Et si le pilotage aussi n'est pas bien fait, vous voyez que notre satellite peut sortir de son orbite. Et si le satellite sort de son orbite, il y a plusieurs dangers. Voilà, plusieurs dangers. Et puis la modélisation de la prise de vue. La modélisation de la prise de vue. Je vous ai parlé d'une modélisation. Je veux être sûr qu'ils n'ont pas le temps. Excusez-moi. Ok, j'en parle devant. Donc, je ne vais pas trop. Je vais, comme on va y arriver. On revient à notre. On était. Voilà. Et donc, la modélisation de la prise de vue, c'est une modélisation du type pour la géométrie et géométrie. Parce que les deux sont importantes. On veut prendre une image de crocodile. On veut prendre une image de crocodile. Pour cela, on essaie de faire une modélisation radiométrique
qui va nous permettre de éliminer tout ce qui est vide, tout ce qui peut cacher la qualité, la qualité en termes d'information aussi de notre image. Donc, ça veut toujours nous dire à mettre en œuvre. Ensuite, au niveau géométrique, si vous voulez faire une image de crocodile, qu'est-ce que je vous ai fait de modélisation de la date, vous allez prendre une image de crocodile, n'importe comment vous voulez faire la cartographie. Moi, je ne me souviens pas dans le système géodésique international ou bien de votre pays. Cette image, on ne peut pas l'utiliser. Donc, c'est des millions. C'est beaucoup d'argent que vous avez mis pour faire cette image possible. Et donc, la modélisation pour la géométrie, c'est très important que la modélisation géométrique est très importante. On va voir ça un peu plus devant. Et donc, on va parler maintenant de capteurs. Parce que là, on a parlé de vecteurs. Vous voyez bien, on a parlé de vecteurs. Et on a vu les types de vecteurs. Et c'est le vecteur au niveau spatial, c'est le vecteur qui est le satellite. Et c'est lui qu'on lance. Et c'est à lui qu'on doit déterminer une trajectoire, une orbite. Et on doit maintenir l'orbite. On doit faire en sorte que lui ne sorte pas de son orbite. Donc, une fois on est sûr que tout est bien fait et qu'il est bien pointé et que le pilotage est correct, bon, l'instrument est là. Donc, on va voir le capteur. Les capteurs ou instruments embarqués. Donc, au niveau des capteurs, il faut reconnaître qu'on a des capteurs non majeurs et des capteurs imageurs qui sont embarqués au sein des vecteurs. Réveillez-vous. Des capteurs imageurs et des capteurs non imageurs qui sont embarqués au sein des vecteurs. Et donc, vous voyez ici, on a regardez bien cette image. Donc, d'abord, le capteur non imageur, ça veut dire quoi? Un capteur non imageur, qu'est-ce que ça veut dire? Un capteur qui ne prend pas d'image. Ça peut enregistrer des choses, des valeurs ponctuelles. Tu vas faire des courbes, des graphes, un certain nombre de choses, mais pas sous forme d'image. Et il y a des capteurs imageurs. Donc, les images de télévision, les images dans le satellite que nous avons ici, c'est des images qui sont issues de capteurs imageurs. Donc, ce sont des outils qui permettent d'acquérir les données concernant les objets étudiés dans une bande de longueur d'onde. Toujours, on revient toujours, ce processus-là doit vous rester. On n'enregistre pas la réponse de la cible n'importe comment. Comme on vous l'a expliqué ici la fois passée, on va procéder à une sorte de séparation, bloquer certaines longueurs d'onde pour recevoir dans certaines longueurs d'onde en fonction des objectifs que nous visons. Voilà. Et donc ici, c'est un peu le même schéma qu'on avait vu au début qui est là. On a nos végétaux qui sont là. On a le rayonnement, un rayonnement solaire. On est dans un cas de mesure dans le système optique. Parce que c'est, voilà. Et donc, le rayonnement arrive, il y a toutes sortes d'interactions qui doivent se passer, qui se passent. Et il y a ce qui retourne ici, au niveau du vecteur qui est en chose, comment je vais dire ça, qui est sur sa trajectoire. Et au niveau donc du vecteur qui est sur sa trajectoire, on a le capteur. Et donc ici, il y a le capteur qui va recevoir le retour et qui va aussi venir, qui va nous donner l'image ici. Vous voyez?
Et au niveau donc, du système actif aussi, le même capteur a son système qui va envoyer son, comment je vais dire ça, son rayonnement, son énergie, et par rétrodiffusion, le même capteur, c'est un capteur de type actif dans ce cas, va recevoir la réponse de la cellule. Voilà. Et donc, il y a une chaîne de mesure, c'est-à-dire pour faire, donc, pour que l'image arrive jusqu'à notre niveau, sous cette forme-là, il y a une chaîne de mesure. On a le paysage, ensuite l'atmosphère qui est traversée, et on a un système optique. On a au niveau de l'instrument ici, l'instrument, souvent quand vous allez voir l'instrument, c'est le capteur. Au niveau du capteur, donc il y aura des détecteurs, donc il y aura un système optique, il y aura des détecteurs, il y aura un système électronique, et puis l'image va être transmise, codée en bits et transmise, et après quelques traitements, on va pouvoir retrouver notre paysage du début. Ici, c'est le paysage réel. Vous voyez là des maisons, tout ce qu'on a sur notre surface, la surface de la Terre. Et ici, c'est sous forme d'image. Voilà. Donc, la partie optique collecte, filtre et focalise le rayonnement entrant. L'ensemble de détection assure la conversion des photons en grandeur électrique. La partie électronique permet l'amplification et la numérisation, ainsi que l'application d'éventuels traitements spécifiques. Mais donc, vous voyez que c'est une chaîne de mesure. Est-ce qu'il y a des questions? Vous qui êtes en ligne, est-ce qu'il y a des questions à cette étape? Non, ça va, madame. Madame Kofi. Non, madame, ça va. Et Oui, Nafi. madame. Madame, ça va. Oui, Ok. madame, je suis là, ça va. Monsieur Kone est là? Oui, je suis là, madame. Monsieur Kone, mon capitaine. Oui, madame. Je suis au garde à vous. Hein. Il n'y a pas ça. Attends, je suis étudiant. Hein. Non, hein. Vous n'êtes pas étudiant, vous êtes apprenant. Mais vous êtes, Ça, après ça. moi, je suis au garde à vous. Donc, si vous ne parlez pas, je reste au garde à vous. Non, repos. Ok. Ok, donc, est-ce que vous avez des questions juste là? Non, ça va, pour le moment, ça va. Ok, c'est bien. Donc, on continue. Et donc, parlant donc des capteurs, il y a au niveau du système passif, il y a plusieurs capteurs imageurs passifs, plusieurs types. On a le type Bosch-Brown. Il est caractérisé par la simultanéité d'acquisition de tous les pixels de l'image et l'association bijective, c'est-à-dire un détecteur, un pixel. Donc, le système est conçu ici de sorte que un détecteur prend un pixel. Et prend donc tous les pixels. Imaginez une image où il y a, je dis n'importe quoi, où il y a 124 ou bien 5000, non, 250 pixels. Lui, il est conçu de sorte que ces 250 pixels-là soient pris en même temps, pendant qu'il se déplace. Donc, en fonction de la forme de la scène, il prend tous les pixels en même temps. Donc, chaque détecteur, il est conçu de sorte qu'il y a plusieurs détecteurs en son sein, de sorte que chaque détecteur puisse prendre un pixel. Donc, tous les détecteurs, chacun prend son pixel. Et puis, il se déplace. Chacun prend son pixel. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ces systèmes sont peu utilisés sur les satellites. Cependant, le capteur Polder a
à bord des satellites Agios 1, 2 et Parasol. Ah non, oui, j'utilise ce système. Et excusez-moi, ce titre-là n'est pas à sa place. Parce que je regarde depuis que je l'ai comparé. C'est le type matriciel. Hein? Excusez-moi. C'est le type matriciel. Ce que je viens de décrire, c'est le capteur de type matriciel. Vous voyez que ce titre qui est en rouge, il est sur le côté, il n'est même pas à sa place. C'est juste des effets de copier-coller. Hein? Donc, c'est le type matriciel. Donc, vous voyez effectivement, parce que chaque détecteur prend son pixel. Chaque détecteur dans la scène, le nombre de détecteurs est égal au nombre de pixels à prendre dans l'image. Hein? Donc, c'est le type matriciel. Ensuite, il y a le type Washburn. Comme je vous le disais, l'autre n'était pas à sa place. Donc, ici, donc, ce balayage est actuellement très utilisé sur les satellites défilants comme Spot, Helios, Végétation et autres. Et donc, ici, la ligne est prise. Une ligne est prise donc, au niveau du détecteur. On prend une ligne à la fois. Donc, sur la ligne, il y a plusieurs pixels. Et au fur et à mesure que le système se déplace, les autres lignes sont prises. Est-ce que vous me suivez? Les détecteurs sont sous forme de lignes en fonction de la taille de la scène. Et donc, on prend une ligne à la fois. Donc, ici, ce n'est pas tous les pixels de la scène qui sont prises en même temps, mais ligne par ligne, et au fur et à mesure que ça se fait, on finit par combler toutes les colonnes. Toute la scène finit par être comblée en termes de pixels. Ligne par ligne. Ensuite, on a le type scanner. Le même détecteur ou un petit nombre de détecteurs balaie d'abord les lignes de l'image, soit par rotation complexe de satellite sur lui-même, le cas de Meteosat, soit par rotation d'un miroir, le cas de Landsat et de Spot AV, HRR. Les colonnes, quant à elles, sont acquises par rotation d'un miroir, le cas de Meteosat, ou par l'avancée du satellite, le cas de Landsat. Donc, vous voyez que c'est chaque satellite a son, a son système au niveau des capteurs. Chaque capteur a sa façon de fonctionner, a sa façon de prendre les images. Donc, vous voyez que ces trois types que nous venons de voir ne sont pas les mêmes. Le premier type, qui est le type matriciel, les pixels sont pris en même temps. Par le nombre de détecteurs, dans la ressource qui est dans le cours, il y a les avantages et les inconvénients de ces types de capteurs. Vous voyez. Au niveau du type Washburn, une ligne est prise et ligne par ligne, on finit par couvrir toute la scène. Et ici, vous voyez que c'est un système plus complexe, mais moderne. Vous voyez, plus complexe mais moderne. Et donc, il y a des rotations qui doivent se faire, il y a un certain nombre de choses pour qu'on puisse couvrir toute la scène en termes de pixels. Et donc, les pixels, les capteurs plutôt, sont caractérisés essentiellement, les pixels passifs, par le champ d'observation totale, la résolution spatiale, les bandes spectrales
de la résolution radiométrique. On a déjà vu ces choses, je crois, dans le cours de base fondamentale. Voilà. Et donc, au niveau de la résolution, on va voir quelques caractéristiques ici. Caractéristiques. Au niveau de la résolution spectrale, bon, avant de me dire c'est quoi, moi je ne connais pas la résolution spectrale. Hein? La résolution spectrale, c'est quoi? Actuellement, là, quand on vous interroge, on dit résolution spectrale, par exemple, vous-même, la façon dont vous avez compris. Ce n'est pas forcément la phrase d'un professeur. Vous, ce que vous avez compris, la bouche, vous expliquez. La capacité capteur à prendre la petite taille du pixel. Non, spectral. Pas Ça, spatial. c'est spatial. Ça, c'est spatial. Spectral, spectral. Spectral. Manaël. La capacité d'un capteur à prendre des images les plus petites. La capacité d'un capteur à prendre des images dans les plus petites longueurs d'onde possibles. Ça, c'est Manaël. Les plus petits nombres. Ceux qui sont dans le métrage, ou bien Les feuilles atmosphériques. Les plus petites. Fenêtres de longueur d'onde. les plus petites fenêtres de longueur d'onde. Et je vois ce que je veux dire, mais ça ne traduit pas bien. Et je parle un peu. Vous ne parlez pas. Adonija, je crois qu'il est dans ta main. Soulève tes deux mains sans déposer quelque chose. Ok. Je demandais la résolution spectrale, c'est quoi? C'est des choses que vous connaissez maintenant, ça va sortir. Mais Manaël a donné, il a dit que c'est la capacité du capteur à. Il dit que c'est la capacité du capteur à prendre des images dans une petite fenêtre spectrale. Moi, je ne trouve pas ça compris. Bonjour à tous. En principe, vous avez cours tous les jours de la semaine, le matin. Mais le cours du vendredi matin va passer à jeudi après-midi. Il y a quelque chose, c'est passé à quelque chose. On n'a pas oui, du temps. Non, quand on peut le vendredi matin. Ah oui, c'est ça. C'est le temps que vous avez. En fait, vous avez atelier LMU. Ah, c'est pourquoi il y a ça, tu vas dans LMU. Ah, c'est LMU géologie. On est à géologie. C'est comme ils ont eu un atelier demain. Et vendredi, pardon. Vendredi matin. Demain, après-midi. Ça te va? Non, oui, c'est pas. Donc, jeudi à vendredi matin, il y a un atelier ici auquel nous voulons participer. C'est pas pour dire pas. Donc, demain, on a cours l'après-midi à partir de 14h. C'est ce que j'avais dit. Vous avez votre groupe WhatsApp là. Vous pouvez Merci. Vous avez l'information. Ça va? Merci. Ok, donc, qu'est-ce que je disais? Voilà. On parlait de résolution spectrale. Donc, mon fils là a donné. Qui peut dire quelque chose d'autre? Monsieur, comment il s'appelle? Vous? Oui. J'ai oublié vraiment. Somauro? Par exemple, vous parlez de Somauro. Les différentes mesures dans différentes longueurs d'onde. Donc, à part les deux là, et vous n'avez rien dit depuis aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La résolution spectrale, c'est la capacité d'un capteur à différencier. C'est
Je montrer une image d'un différent longueur d'onde. Ok. Faut donner la- Madame, c'est là que tu as distingué les détails dans le champ total d'observation. Hein? Donc, c'est la capacité de capteur à déterminer les plus petits détails. Ça, même encore, ça fait la confession. Vous voyez, ça fait, moi, je pense à spatial. C'est le titre là. Spatial. On parle de spectral. Ok, donc on va avancer pour voir. Vous voyez ici, regardez, Moi, ce qu'il avait dit là, regardez pas. la capacité d'un capteur à utiliser les petites fenêtres de longueur d'onde. Les petites fenêtres. Les petites fenêtres contiguës ou bien les petites fenêtres Fines. vous voyez, non? Parce que moi, je peux distinguer une petite fenêtre, une seule. Je suis un capteur. Je distingue dans une seule petite fenêtre et puis c'est tout. Est-ce que j'ai une grande capacité? C'est grave. Non. Il faut que plusieurs. Vous voyez? Donc, vous regardez ici. Vous voyez ces images, bon, ce sont les bandes spectrales qu'on a essayé de représenter ici. Donc, vous voyez, il y a Quick Bird, il y a Spot, il y a Landsat et puis il y a NOAA. Regardez ici. Regardez Quick Bird. Quick Bird a combien de bandes ici? Prends des images dans la bande bleue, ce vert, chose un peu claire, dans le rouge, dans le proche infrarouge. Dans le moyen infrarouge, il n'y a pas d'image. Dans l'infrarouge thermique, il n'y a pas d'image. Donc, quand on compare les bandes spectrales de Quick Bird et de Landsat, c'est où il y a beaucoup de fenêtres, on peut dire, en fonction de longueur d'onde. C'est Landsat. Donc, ici, là, Landsat a une plus grande résolution spectrale. Vous voyez. Donc, c'est la capacité de capter à distinguer des signaux de longueur d'onde différentes. Elle dépend du dispositif de filtrage optique qui sépare les rayonnements incidents en bandes spectrales plus ou moins larges. Vous voyez ce que je pouvais dire ici. C'est la résolution spectrale fine, c'est des fenêtres de différents canaux de capteurs qui sont étroites. On va voir ça encore plus loin. Voilà. Bon, on va y arriver. Et donc, ça, c'est la résolution spectrale. La capacité à distinguer les signaux. Les signaux, c'est quoi? Parce que la cible émet. Donc, le capteur qui reçoit doit être capable. Le capteur, on peut dire, il a été déjà, il est calibré pour un certain nombre de choses parce que c'est le concepteur a déjà mis des filtres en son sein. Vous voyez, comme Quick Bird, il y a des filtres qui empêchent Quick Bird, le capteur, de prendre des images dans le moyen infrarouge et dans l'infrarouge thermique. Il y a des filtres ici, au niveau du jaune, jusqu'à ici, on ne peut pas prendre d'image. Donc, il y a juste quelques fenêtres. Ici, c'est vrai qu'il y a eu des filtres, mais ces filtres ont donné la possibilité d'avoir plusieurs fenêtres d'enregistrement ou de réception des signaux. Donc, c'est très important. Donc, vous voyez ici, en fonction donc de la résolution spectrale, on distingue plusieurs types d'images. Il y a les images panchromatiques, multispectrales, hyperspectrales et ultraspectrales. Donc, ici, on a une image panchromatique. C'est généralement blanc-noir au niveau du bleu. Et ce genre d'images ont généralement une très grande résolution
Spectrum. Spatiales. Les images panco, la fois passée, le professeur Armand a insisté sur ça. Parce que généralement, les images panco prennent dans une seule bande spectrale. Dans une seule bande, le concepteur a la capacité, la possibilité d'agir sur les détails du sol. C'est vrai que tu prends les images dans une seule bande, mais il faut que je vois la plupart des détails au sol. Donc, les images pantomatiques, généralement, ont une grande comment on dit ça? Résolution spatiale. Et puis, tu veux, par exemple, à une résolution de sa bande pantomatique, à une résolution de 0,60. Comment on dit ça? 0,62, mais c'est 62 cm. 0,60 à peu près. Donc, c'est 60 cm. 60 cm là, mon ami. Si toi, tu es couché ici, sur ton 60 cm, on peut te voir deux fois. Sur cette image-là, on voit mon ami qui est là. On voit les tables. Les voitures, on n'en parle pas. Et donc, ce sont des images qui sont à niveau de gris. Les voici. Lorsque c'est très noir, ça veut dire que la réflectance n'est pas trop élevée. Donc, on a l'ensat à une bande, un l'ensat à une bande pantomatique, spot en a, et Konos aussi. Ensuite, on a les capteurs multispectraux. Donc, tout ce que je vous ai montré ici tout à l'heure, ce sont des capteurs multispectraux aussi. Là. Parce que vous voyez qu'ils peuvent vous prendre dans plusieurs bandes. Dans plusieurs bandes. Donc, vous voyez que les capteurs multispectraux peuvent enregistrer l'énergie reçue selon des intervalles de longueur d'onde à différentes résolutions spectrales. Des fois, peuvent aller jusqu'à 11, 12, plusieurs bandes spectrales. Donc, vous voyez ici, ici c'est les domaines du spectre. Et là, vous voyez l'ANSAT, TM et SPOT. Vous voyez les différentes bandes de ces deux capteurs. Et là, on voit quelques spectres et quelques éléments fondamentaux. Regardez ici. Pardon? Je suis en train de pouvoir investir. Donc, je vais voir. Ok, merci. Ok. Donc, vous voyez que avec ces capteurs-là, on peut voir ici même que c'est avec l'ANSAT et que ces mesures ont été faites. Parce que si vous regardez bien sport, les bandes de sport s'arrêtent où? À la bande 3. Donc, les mesures devaient s'arrêter ici, le spectre là. Et si les spectres vont jusqu'ici, c'est parce qu'on a utilisé ces deux autres bandes. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Et donc, ici, on voit comment la végétation se comporte. La végétation, vous voyez son spectre. Ensuite, on a quoi encore? On a l'eau de rivière qui est un peu trouble. Et puis, on a l'eau de rivière qui est claire. Disons qui tend un peu vers la pureté. Vous voyez que les deux spectres sont différents. Hein? Parce que celui qui est trouble, il est certainement rempli de pollution. Voilà. Ça peut être des éléments, des sédiments. Ça peut être n'importe quoi. Ensuite, vous voyez le sol mouillé.
du sol mouillé, vous voyez son spectre. Et puis, vous voyez le sol sec. Vous voyez que son spectre aussi est, sa référence à ce niveau-là est très élevée. Et vous voyez la végétation. La végétation, son spectre, sa référence est très élevée au niveau du moyen infrarouge. Est-ce que vous me suivez? Hein? Oui, on suit. OK. Et donc, là, il est question d'image de capteurs multispectrales. Ensuite, on parle de capteurs spectrales. Donc, il faut bien comprendre le capteur multispectral. Il peut prendre jusqu'à 11 bandes. C'est-à-dire qu'il peut prendre les mesures là. Comme on a vu ici, vous voyez les bandes spectrales qui sont là. Le lance-ATM qui tombe dans la bande 1, le bleu, le vert, le rouge, le moyen infrarouge, et puis qui prend dans non, ici c'est le proche infrarouge plutôt, ici le moyen infrarouge, et puis l'infrarouge thermique. Mais on peut faire en sorte que Aster, par exemple, Aster peut prendre des images, je crois, jusqu'à 11 bandes. Hein? Il y a d'autres capteurs multispectraux qui peuvent prendre des images, qui peuvent enregistrer, je peux m'exprimer ainsi, enregistrer les images, les réponses des cibles dans 11, 10, 11, peut-être même 20 bandes. Déjà, vous voyez que c'est trop, c'est beaucoup. Ensuite, on arrive dans le groupe des capteurs hyperspectraux qui, eux, prennent, parler comme vous, full d'images. Et ils enregistrent full c'est-à-dire dans beaucoup de longueurs d'onde. Les mêmes domaines du spectre électromagnétique que vous connaissez, eux ont la capacité de prendre dans le même vert là, ou le même bleu là, ils ont la capacité de prendre 10. Dans le bleu, ils ont la capacité de prendre 10. Dans le vert plutôt. Dans le rouge, ils ont la capacité de prendre 10. Dans le moyen, le proche infrarouge, ils peuvent prendre peut-être 5. Au milieu même ici, où les autres ne prennent pas, eux, ils ont la capacité d'enregistrer les réponses. Ça veut dire que au niveau des filtres qui sont mis dans ces capteurs-là, ces filtres ne bloquent pas trop. Ces filtres donnent la capacité au capteur de prendre, d'enregistrer les images de la cible dans toutes ces longueurs d'onde que vous voyez là. Et donc, madame. Pour nous, c'est C'est madame. Vous avez décidé de passer vous êtes en train de faire des poches à très bien. Soyez la bienvenue. merci beaucoup. Et donc, les images, les capteurs hyperspectraux, parce que l'image hyperspectrale et le capteur, il ne faudrait pas qu'on confonde. Parce que c'est ce qui est issu du capteur hyperspectral qu'on va appeler image hyperspectrale. Donc, si dans un tour, je vous demande c'est quoi une image spectrale, et vous me dites que nous, c'est un capteur, vous avez zéro. Ou bien, un capteur hyperspectral, vous dites que c'est une image qui est enregistrée. Vous voyez que ça ne va pas. C'est une image qui est enregistrée dans plusieurs bandes. Est-ce que ça là, c'est un capteur? Hein? Voilà. Donc, faites attention. Et donc, ici, vous voyez que lui, ils enregistrent des centaines de bandes spectrales très fines dans le visible, le proche infrarouge et l'infrarouge moyen. Très grande résolution spectrale. Et donc, vous voyez que ça,
c'est une image. Tout ce que vous voyez là, comme un cahier là, tout ça, c'est une image, mais une image, Avec plusieurs couches. voilà, plusieurs couches, c'est un peu tout, mais une image qui a la réponse de la cible dans plusieurs bandes spectrales. Dans plusieurs bandes spectrales. Et donc, une telle image, vous voyez, ça, c'est un pixel. Là, on a extrait un pixel. Et ce pixel-là, voici un peu le spectre qui est lié à ce pixel. Bien. Donc, lui, le spectre d'une cible au niveau d'une image, d'une cible enregistrée dans un capteur hyperspectral est plus, comment je dois dire ça, est plus continu qu'un spectre qui est issu d'un capteur multispectral. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si par la suite on a cette image. Vous voyez, voilà. Ici, sur cette image, c'est une courbe qu'on fait, hein, une courbe. Lorsqu'on mesure dans la bande 5 et puis dans la bande 7 ici de TM, de l'ensemble TM, on a un point. En temps normal, on peut les relier juste par deux points bas, une droite. C'est ça, non? Donc, normalement, mais lorsque la chose devient plus continue, ça veut dire que on a plus de bandes, c'est-à-dire les bandes dans lesquelles les réponses de la cible ont été enregistrées sont des bandes qui sont fines et contiguës. Fines et contiguës. Ensuite, on a l'image ultraspectrale, capable, ce sont des capteurs, j'ai dit image, des capteurs ultraspectrales, il est capable d'enregistrer l'information dans une multitude, plus de 1000 bandes spectrales. Donc, lui, vous voyez que c'est des spectres issus de ces capteurs, c'est comme des ondes, je ne sais pas, vous voyez comment, je ne sais pas comment je vais décrire, c'est tellement contigu et serré. Or, ici, vous voyez que c'est juste des bandes. Au niveau du multispectral, on a juste des bandes. Mais là, au niveau Il sourba. s'il vous plaît, vous avez une question en ligne? Vous avez des questions? Ou bien des apports? Donc, vous voyez que la chose devient de plus en plus précise. Les choses sont plus précises. Ici, par exemple, si on a un élément dans notre paysage qui n'a pas une bonne réponse dans le bleu, qui n'a pas une bonne réponse dans le vert, qui n'a pas une bonne réponse dans le bleu, qui n'a pas une bonne réponse dans le proche infrarouge, qui n'a pas une réponse dans le moyen infrarouge, qui n'a pas une réponse dans l'infrarouge thermique, cet élément-là, on ne va pas le voir. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas le voir parce que lui, sa réponse, sa réponse ne peut pas être enregistrée dans ces bandes-là. Lui, il n'a pas de mission propre ou bien de choses, il n'a pas de réponse dans ces bandes qui sont là. Mais lorsqu'on prend une image hyperspectrale, vous voyez que la plupart des éléments qui sont au niveau de notre surface à étudier, leur réponse va être, comment je vais dire ça, enregistrée. Parce qu'on a plusieurs bandes spectrales, notre capteur a la capacité de recevoir la réponse dans presque la plupart des bandes, même les bandes qui sont subdivisées en 10 ou bien en 30, lui, il reçoit toujours les réponses. Donc, tous les éléments
qui sont au niveau de notre surface vont être captés. Vous voyez. Et donc, normalement, la chose vers laquelle on tend, c'est d'avoir le satellite qui a cette grande capacité spectrale et la grande capacité spatiale. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment la réalité. C'est très proche. Donc, ces deux types d'images ont un traitement, leur traitement nécessite beaucoup d'espace parce qu'eux-mêmes, leur stockage seulement demande beaucoup de dispositifs. Bon, moi personnellement, je n'ai pas encore eu à travailler sur l'image, etc. Mais je sais que ça demande beaucoup d'espace. Et donc, la résolution spatiale, c'est des choses que vous maîtrisez déjà, hein, correspondant à la surface élémentaire d'échantillonnage observé instantanément par le capteur. Donc, c'est le pixel. Vous voyez ici 3 images avec 3 résolutions spatiales différentes. Vous voyez spot. Non, il n'y a pas spot ici. Mais sur les images, on voit Landsat MSS 80 mètres. Ensuite, Landsat TM 30 mètres. Et puis Kuiperbelt 0,67 mètres. Vous voyez que avec Kuiperbelt, il y a des éléments non, plus qu'on voit plus. Parce que Kuiperbelt donne plus de détails. C'est comme l'échelle. Plus l'échelle est petite, entre guillemets, c'est-à-dire l'échelle c'est 1 sur quelque chose. Si tu fais 1 sur 1 millionième, ça veut dire que le plus petit détail que tu dois avoir, que tu peux voir, bon, c'est avoir une taille de moins, je crois, c'est 10 000 mètres, non? C'est 1 million. Donc, plus le numérateur, le dénominateur est important, moins on voit les détails. Plus le dénominateur est petit, plus on voit les détails. C'est la même chose ici. Donc, ici, là, l'image 0, c'est-à-dire qu'on peut voir jusqu'à 67 cm. L'élément le plus petit sur cette image à 67 cm. Par contre, ici, c'est 1 mètre, c'est 80 mètres. Donc, vous voyez que lui, il donne plus de détails que lui. Voilà. Cette image donne plus de détails que celle-ci. Et donc, voici un peu, la fois passée, je crois, avec le professeur Amand, vous avez montré un truc comme ça. Oui. Donc, on voit là, Landsat, en 1972, Landsat MSS, ensuite Landsat TM, 30 mètres de résolution. Ensuite, Spot, 10 mètres de résolution en 86, 95. IRS, point chromatique, 6 mètres de résolution. Hugonos, 1 mètre de résolution. Et là, maintenant, en 2001, début 2001, on est plus dans les affaires de mètres, on est dans 0, on est dans les centimètres maintenant. Et vous voyez que même avec le drone, les images de nous, c'est encore plus grave. Parce que là, c'est comme si c'est juste devant nous. Voilà. Et donc, vous pouvez calculer le nombre de pixels qu'il faudra pour couvrir un pixel Landsat MSS. Vous pouvez le calculer. Vous prenez celui-là et puis vous le déposez jusqu'à ce qu'il puisse couvrir ça. Donc, c'est combien de fois? Voilà, ici, là. C'est celui-là. Voilà, donc vous pouvez le calculer. Même 100, même ça ne va pas parce que 100, ça va donner 60 mètres. Donc, lui, il a 80 mètres. 100, hein? Bon, vous voyez déjà. Oui. Ensuite, donc, la résolution radiométrique.
la capacité du système à distinguer entre deux niveaux d'énergie voisins. Le rendement réfléchi par les cibles au sol est enregistré par le capteur et codé donc en format numérique binaire et l'image résultante est en niveau de groupe. Madame, s'il vous plaît. Oui. On revient un peu sur qu'on appelle les satellites, les capteurs qu'on voit tout à l'heure par rapport à leur résolution là. Oui. Voilà. Bon, en 72, par exemple, vous venez de nous dire qu'en 72, par exemple, Landsat avait 80 mètres de résolution jusqu'à quand on voit l'évolution, on dit nous sommes à le meilleur, c'est Kickbird. Ce que je voudrais savoir, est-ce que. Ok, allez-y. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution là, Landsat a été mise à jour ou bien ces Landsat ont été abandonnés au profit d'un autre, ou bien quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Donc, non, Kickbird n'est pas, comment je vais dire ça, le meilleur capteur, pas forcément le meilleur capteur. C'est vrai que sa résolution ici est très grande. C'est comme ça qu'on parle, très grande résolution. Ça veut dire qu'il fait voir beaucoup de détails. Mais ça, c'était en 2001. Et nous sommes aujourd'hui en 2022, 20 ans après. C'est pour vous dire qu'il y a des choses même qui sont encore qui ont des résolutions plus grandes que Bird. Maintenant, Landsat a été mis à jour. Vous voyez qu'il y avait Landsat MSS, pardon, en 72, mais en 84, on parlait de TM. Ensuite, il y a eu ETM+. ETM Landsat 7. Et puis aujourd'hui, on est à Landsat 8, Landsat Oli. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, c'est mis à jour. C'est bon? S'il vous plaît. Oui, madame, c'est bon. C'est bon? Non, vous voyez, et par exemple, si vous voulez faire une étude de dynamique d'occupation du sol et que vous allez prendre des images Landsat, si vous voulez une image de 84, c'est vrai que si vous travaillez avec TM, vous aurez une image TM, mais, pardon, une image Landsat, mais si c'est en 84, ça sera TM. Si c'est en 80, en 2001, 2004, 2000, ça sera ETM+. Toujours Landsat, mais ETM+. Et si vous devez prendre une image actuelle, et puis comparer ces trois images, donc l'image actuelle que vous allez prendre, ça sera une image Landsat, mais Oli. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Pour quelqu'un qui doit travailler, par exemple, sur l'évolution de la ville de Mans depuis 1900, depuis les indépendances. Donc, vous voyez déjà quelle image vous devez, si vous devez prendre Landsat. En 1960, certainement, il n'y avait même pas, en tout cas, peut-être une image MSS en 72, vous pouvez prendre 72. Ensuite, une image si vous voulez faire chaque 10 ans, ou bien vous voyez, non. En fonction de l'image qui est d'actualité dans le temps, vous cherchez une image de Landsat qui est d'actualité dans le temps et vous arrivez au temps actuel, vous allez prendre donc une image Oli, Landsat 8. Donc, tous ces capteurs que vous voyez là, ça évolue en fonction de, parce que bon, ils ont une durée de vie, hein. Les satellites qui les portent ont une durée de vie et puis il y a la technique qui avance, il y a un certain nombre de choses, donc ils les mettent à jour à chaque fois. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés certainement à 0,2 mètres aujourd'hui, je ne sais plus à quel niveau ils sont. C'est bon, monsieur Adengra? Non, c'est bon, madame. Monsieur Arnaud, c'est bon? Oui, c'est bon, madame. Merci beaucoup, madame. Et donc, au niveau donc, de la résolution radiométrique, c'est le codage. Le codage va être très important parce que c'est vrai que c'est la capacité du capteur à distinguer entre deux niveaux d'énergie voisines. Mais aussi, il faut que ça
tout aussi dépend du système de codage. Hein. Lorsque l'image est codée sur un bit, c'est bizarre. Mais en 8 bits, on voit un peu plus de détails. Ici, c'est comme un bruit. On ne voit pas bien les choses sur le mail de droite. Mais sur le mail de gauche, on voit un peu, on voit mieux. Ensuite, on a parlé de la répétitivité ou la résolution temporelle. Et la période entre deux acquisitions de la même scène. Cette résolution ne dépend pas du capteur, mais de l'orbite et du mode de manœuvre du satellite. Tout à l'heure, je vous parlais du pilotage du satellite. Le pilotage du satellite et le pointage de l'instrument. Voilà, donc tout dépendra aussi de cette manœuvre. Et donc, pour Spot, on a 26 jours, pour Landsat TM, 16 jours. Ça, c'est quelques exemples ici. Pour NOAA, on a 14,5 jours. Donc, vous voyez que en fonction des capteurs, la chose est différente. Donc, ici, on voit quelques capteurs, on voit quelques satellites et quelques instruments. Par exemple, sur un satellite, on peut avoir plusieurs instruments. Donc, vous voyez ici, Spot, voilà un peu la chose, un peu dans la réalité, mais sous forme schématique. Et on voit plusieurs capteurs qui sont sur ce satellite-là, sur cette plateforme. On voit végétation, Spot végétation, on voit Spot HRG, HRS, et ainsi de suite. Donc, on voit plusieurs instruments qui sont sur ce vecteur. OK. Et tout à l'heure, je parlais donc de la modélisation de la prise de vue. C'est très important. C'est laquelle? 11h20. On va commencer à faire. À 9h. OK, donc, on va aller un peu plus vite. Et donc, okay, je vais arrêter l'enregistrement.